Bah c'était pas si mal finalement ce petit film, c'était rigolo. Ah bon, c'était pas le but initial? Vous vous appelez? Pas sûr. Vous confirmez? Pas sûr? Non, c'est pas correct. Merci. Pas est correct. Est-ce que sûr est correct? Non, c'est pas ça. Moi, je m'appelle Information déjà Joe. confirmée. Votre prénom est Pas. Veuillez confirmer votre nom de famille. Non. Sûr. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et on poursuit notre périple autour des remakes de grands classiques, puisque dernièrement on avait traité sur la chaîne de la nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes pour le compte d'Amazon, c'était pas folichon, mais ici avec le Dracula de Luc Besson. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est en fait cette mode de remaker des films incontournables pour en faire des métrages inexorablement moins bien. Voilà donc qui est dit, comme ça vous savez à quoi vous attendre pour la suite de la vidéo. Car oui, on va calmer le jeu tout de suite face à l'emballement qu'a l'air de susciter le film. Mais comme souvent quand on a affaire à un film de Luc Besson, je veux dire, ok, c'est un nom incontournable du cinéma français, certes, mais pour la première partie de sa carrière. Après, je suis désolé, mais revoyez sa filmo, ça casse pas trois pattes à un canard, au mieux. Et surtout ici, le film est une fois encore révélateur du melon du mec, de prétendre qu'il est digne d'une œuvre comme celle de Bram Stoker. Bon, ceci étant, il avait déjà eu ces mêmes prétentions quand il avait sorti son adaptation de la BD de Valérian, et le résultat on le connaît, d'ailleurs j'en avais fait un bousoscope que je vous invite à aller voir, donc je vous mets le lien dans la description au besoin. Donc oui, Luc Besson est un arnaqueur doublé d'un plagieur, mais bon ça en même temps on le savait, et plus encore quand on sait ce qu'il envisageait à la base avec cette nouvelle vision du mythe de Dracula, puisque s'il le vend comme une œuvre inspirée du roman de Bram Stoker, ce n'est que plus faux. Et d'ailleurs, quand j'avais fait une trailer reaction, j'avais déjà pointé ce souci quand je révélais, vu de ma fenêtre, vraiment cette impression d'une redite du Dracula de 1992 de Francis Ford Coppola, surtout sur le plan esthétique. Alors, trailer reaction qui avait d'ailleurs énormément fait réagir, mais vivement notamment les défenseurs aveugles de Luc Besson, voilà, prêts à sortir n'importe quelle dinguerie pour tenter de sauver l'honneur de leur idole, voilà, prétextant en plus que je ne connaissais pas l'œuvre de Bram Stoker quand je dénonçais le propos de Besson de vouloir articuler son récit sur quoi? Eh bien sur la partie romance, voilà, sur l'histoire d'amour de Dracula, parce que c'est effectivement ce qu'il a dit lors de la production, donc prouvant ainsi que ces gens dans les coms n'avaient visiblement pas lu eux-mêmes le roman de Stoker, quand on connaît la nature totalement prédatrice du célèbre vampire, et qu'on ose parler derrière de son histoire d'amour. Mais au même titre que Besson, au final, qui n'a semble-t-il pas lu le livre. Parce que l'arnaque, c'est effectivement d'avoir fait croire aux gens qu'il adapte le roman, alors qu'en vrai, le film reprend quasi trait pour trait le film de Coppola, jusqu'à des plans tellement similaires que, en fait, si tu les superposais, on n'y verrait presque pas de différence. Et pourtant, dans les avis de certains, notamment sur Allociné, alors t'en as qui osent également dire que le film de Besson, à qui ils associent des notes d'au moins 4 sur 5, ne ressemble à aucun autre film de Dracula, et surtout pas au film de Coppola. Sauf que bon, il est bien de rappeler que le film de Coppola adaptait déjà librement le livre, et que cette version 2025 en est une pure repompe. Voilà, à quelques changements près, mais qui sortent tout droit de l'esprit de Besson, et dont on va avoir l'occasion de parler par la suite, mais concrètement, la trame principale est exactement la même. Et ici, effectivement, c'est clairement révélateur que Besson n'a pas adapté le roman, il a réadapté le Dracula de 92. Et oui, arrivé un moment, il est bon de remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que quand tu décides de reprendre des choses qui figuraient dans le film de 92 et qui ont été des créations de Coppola et de James Hart, donc le scénariste, et qui ne figurent pourtant pas dans le roman, va falloir m'expliquer ce que c'est si ce n'est pas une repompe du film de Coppola. En exemple, le personnage de Elisabetta, qui est donc la femme du prince Dracula dans le film de Besson, sauf que ce personnage, qui est le cœur même de cette fameuse histoire d'amour qui n'existe pas dans le bouquin, je tiens quand même à le préciser, c'est à la base une création du film de Coppola. Voilà, et oui, et sauf que tout est comme ça ici. Donc, venir parler de fidélité au roman pour défendre Luc Besson, non, c'est pas possible. Après, en soi, est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant ? Pas nécessairement, d'autant qu'il y a quand même de bonnes choses à en tirer. Je veux dire, Besson
c'est pas non plus un manche en termes de mise en scène, et il le prouve ici. Voilà, on se retrouve avec des plans plutôt intéressants dans des décors globalement très soignés. Bon, je vais pas être très original par rapport à mes confrères, mais c'est vrai que les costumes sont particulièrement beaux, et on baigne vraiment dans les environnements qu'ils tentent de transcrire à l'image. T'as même des moments de mise en scène particulièrement poétiques, alors notamment quelques top shots, comme les toutes premières minutes du film. Il y a également une visite d'une cellule, qui rappelle un petit peu ce que l'on connaissait justement à travers le personnage de Renfield, notamment dans la version de Coppola. Mais ici avec une petite originalité, donc ça va être un personnage féminin qui va avoir une autre utilité. Et oserais-je parler de cette séquence absolument magnifique, donc avec les nonnes qui forment une montagne humaine dont Dracula en est le sommet. Voilà, vraiment ça c'était génial. Et même toute la séquence de la rencontre entre Dracula et Jonathan Harker est formellement très soignée. Le problème, c'est que Besson, comme à son habitude, en fait, il est d'une irrégularité sans pareil. Donc on alterne moments majestueux et séquences totalement brouillonnes, mais à la limite du télévisuel, et souvent dans des contextes de tournage en studio, mais dans des locaux tellement étriqués qui font qu'on peine vraiment à spatialiser l'environnement à l'image. Et alors, en exemple, la séquence de la fête dans Paris, à ce moment-là, on étouffe littéralement. Et quand je disais séquence brouillonne, il suffit de voir la bataille au début du film, qui est surdécoupée et montée à la va comme je te pousse. Enfin voilà, en fait, les fautes de goût ne manquent pas, hélas. C'est du pur made by Luc Besson. Mais globalement, c'est correct. Et la forme en ressort un peu plus sublimée, notamment par la compo de Danny Elfman qui est particulièrement bonne, si ce n'est que là aussi, elle ne transcendra pas ce qu'on a pu connaître à travers le film de 92, même en reprenant parfois quelques sonorités. Mais de manière générale, ça fonctionne plutôt bien pour vraiment aider à générer un peu plus d'atmosphère au film, donc une atmosphère dont Luc Besson n'a hélas pas totalement le sens. On notera également dans le positif l'incarnation de Caleb Landry Jones en Dracula, mais bon, pour ça j'avais vraiment pas de doute quant à son talent, et d'ailleurs pour ça on peut pas enlever à Luc Besson d'avoir su révéler un peu plus cet acteur, qui à mon sens n'a jamais su être mis en avant à sa juste valeur. Donc depuis Dogman, voilà, que l'acteur sauvé grâce à son interprétation, on peut dire quand même que Luc Besson sait en tirer le meilleur, et il incarne Dracula à merveille, notamment en suscitant cette confusion, donc ça égalera pas Gary Oldman certes, mais cette itération a le mérite quand même d'exister, grâce à l'acteur qui pour moi sauve quand même beaucoup la face d'un casting très bancal. Voilà, même si on appréciera l'interprétation de Christophe Waltz du prêtre qui remplacera ici le personnage initial de Van Helsing dans le roman. Bon, Christophe Waltz que malheureusement on ne voit pas suffisamment au cinoche à mon goût. Donc oui, ça fait plaisir de le revoir, bien que l'écriture peine quand même à donner de l'épaisseur au personnage. En revanche, pour les autres, au secours quoi. Alors notamment entre Ewen Zabid dans le rôle de Jonathan Harker, alors là on tombe littéralement dans la caricature quoi. Tu te demandes parfois même si le mec s'était pas trompé de tournage et qu'en fait il croyait jouer une comédie. Et alors Zoé Bleu dans le rôle féminin principal, alors ok, on sait que Besson il aime bien donner un petit coup de pouce à ceux qui gravitent dans sa sphère ou dans son répertoire téléphonique. Mais bon, quand même, voilà, Zoé Bleu, elle a beau être la fille de Rosanna Arquette, j'ai vraiment eu du mal avec son personnage cabotin. Et alors je crois que ce qui a aidé encore moins, c'est cette espèce de moquette au-dessus des yeux qu'elle possède, alors qui est bientôt plus épaisse que la mienne, quand ça fait un moment que je me suis pas fait épiler les sourcils. Ça m'a quand même un petit peu sorti de son interprétation, que ça ne l'était déjà. Mais bon, après ça c'est personnel. Mais globalement ça va, c'est correct, sauf que t'adaptes Dracula avec une prétention de faire un truc sérieux à 45 millions de dollars de budget, c'est pas rien. Et c'est peu ou prou le budget de Nosferatu de Robert Eggers en comparaison. Alors ok, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à la vision de Eggers de l'an dernier, mais formellement parlant, c'est d'un autre niveau. D'ailleurs, vu qu'on parle de Nosferatu d'Eggers, une autre preuve que Besson est un plagieur, c'est le coup de l'affiche, qui reprend le concept d'une affiche test d'une artiste,
qui avait en plus dénoncé sur X que personne ne l'avait contacté pour savoir s'il était possible de s'inspirer de son travail. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec Besson, on est habitué à ce genre de choses. Voilà, seuls les fans aveugles du mec te diront que non, c'est pas vrai. Mais pour en revenir à ce que je disais, oui, globalement, c'est correct, sauf que ici, tu adaptes Dracula. Correct, ça suffit pas. Et plus encore quand Besson va s'adonner à quelques nouveautés, alors voilà, pour essayer de ne pas repomper à 100% le film de Coppola, mais que ses idées, qui au demeurant auraient pu être sympas, en deviennent limite ridicules, voire presque faire trébucher le film dans le domaine de la parodie. En exemple, l'idée autour du parfum de Dracula, qui aurait pu justement être super sympa, pour aider notamment à transcrire le côté prédateur du personnage de Bram Stoker, si encore Besson avait lu le livre. Encore une fois, donc se servir de cet élixir aphrodisiaque pour attirer ses proies et nourrir ses besoins et ses pulsions. Mais comme Besson veut traiter d'une romance et qui ne sait pas beaucoup faire plusieurs choses à la fois, eh bien excite le côté sanglant du personnage, qui est vraiment très éludé et n'offre jamais véritablement d'envolée glauque qu'on est en droit d'espérer avec une telle œuvre. Donc oui, le parfum va beaucoup servir à son histoire à l'eau de rose, mais juste pour nourrir la romance et livrer quelques séquences un peu théâtrales, mais à la limite parfois du vaudeville. Et surtout, les fautes de goût, comme je le disais, ne vont pas manquer, quoi. Donc à commencer par cette histoire de transposer ton histoire au cœur de Paris au lieu de Londres, parce que tu comprends, dans un esprit carte postale, c'est beaucoup plus vendeur, hein, mais tu mets un film français, d'un réalisateur français qui décide de placer l'intrigue en France. Mais sauf que si tu regardes le film en VO, tout le monde parle anglais. Bah oui, parce que bon, tu comprends, le melon de Besson amène à penser avant tout à l'exploitation outre-Atlantique, hein. J'ai envie de dire, pense déjà à cartonner en local et ensuite on en reparlera, parce que je le rappelle, ton budget c'est 45 millions d'euros. Pareil, le coup des gargouilles, alors inspiré de La Belle et la Bête, mais bon, ça Besson l'avait avoué. On peut pas lui retirer d'avoir au moins dit la vérité là-dessus, pour une fois qu'il le fait. Donc des gargouilles ninja Yamakasi du plus mauvais effet. Voilà, le tout en CGI tout simplement immonde à la limite d'une incrustation d'images animées. Hein. Si encore, au moins il avait joué sur des effets sonores, voilà, peut-être pour faire un peu plus illusion et simuler le côté pierreux des créatures, notamment dans leur déplacement ou leur contact avec les choses. Mais non, hélas, c'est pas le cas. Et alors, quand tu vois le final, oh, mais regarde quoi là? Donc des gargouilles qui apparaissent et disparaissent par la magie des scénarios de merde, au besoin de l'histoire, hein. Donc voilà, c'est un bordel sans nom qui gâche totalement l'intention de départ de vouloir être un tant soit peu sérieux avec ce film, parce que Besson ne sait pas comment insuffler un vrai souffle à son histoire et à la dramaturgie initiale, mais comme souvent, voilà, donc on fait tout péter dans un déluge d'action malvenue, voilà, qui vraiment nous donne rapidement envie que ça se termine. Et je n'ose même pas citer les invraisemblances et les anachronismes qui sont... Mais alors légion là-dedans, ça en devient presque comique. Pareil, les points faibles des vampires, comme par exemple la lumière du soleil. Alors ça aussi, hein, c'est selon le besoin du scénario, ou alors c'est que carrément, Luc Besson avait un petit peu oublié ces fameuses failles chez le personnage. Donc oui, c'est vraiment dommage, parce que je pense que le film avait un vrai potentiel, en tant que réécriture de l'histoire. Si tant est que Besson doit vraiment être canalisé pour ne pas déborder totalement, voilà, ou pour éviter certaines bourdes. Mais sauf que, comme toujours, il est le seul maître à bord de ses films, donc en fait il n'y a personne pour lui dire attention là Lucio, hein, je pense que tu vas vraiment trop loin dans tes délires. Et le pire c'est que, parce que bon, il y en a plein qui vont dire que je suis un hater et tout, mais j'ai rien contre Luc Besson à la base, moi je suis persuadé que le potentiel qui a fait sa renommée et le succès de sa filmographie des années 80-90, on va dire jusqu'au 5e élément, je suis persuadé qu'il existe encore, mais sous une triple couche d'ego qui fait dire à Luc que en fait il a les épaules pour plus ou moins tenter de supplanter le film de Coppola, alors que même en sortant 30 ans après, il en est qu'une vague ombre qu'on regarde et qu'on oublie aussitôt. Voilà, en plus laissant l'idée carrément que la prochaine fois qu'on a envie de se taper un film avec des vampires, oui, on va préférer toujours celui de Coppola. Donc en soi, c'est pas du tout un mauvais film, mais juste une recopie fade
et noyé surtout sous un amas de mythomanie commerciale de la part de Besson quand il le vend, ce qui fait que j'attribuerai à ce film la note de 2,5 sur 5. Voilà, j'en ai fini pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de War of the Worlds, sorti sur Amazon. Il fallait trouver, effectivement, voilà, hein, pas du tout anecdotique, le Dracula de 1992 est réalisé par Francis Ford Coppola. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voilà, pour me dire vraiment votre ressenti par rapport à Luc Besson. Est-ce que, selon vous, il en avait l'étoffe? Et est-ce que, d'après vous, comme moi j'ai tendance à le penser, son potentiel, il a disparu ou est-ce qu'il existe encore, mais que malheureusement, effectivement, il y a cet ego trip qui lui fait un petit peu perdre la face? Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!